Tout à l'heure, quand on écoutait Anne Reynaud, elle évoquait l'insécurité aussi des professionnels. Et on a entendu poindre des applaudissements, justifiés d'ailleurs, c'est aussi l'objet de cette table ronde. Et là, je me tourne vers Raphaël Primé, car vous avez mené aussi une action originale dans l'annexe que vous dirigiez à l'époque. Là, vous êtes parti sur d'autres responsabilités ailleurs. L'intérêt des enfants était aussi la finalité de votre expérience, mais votre approche, elle est originale, car vous l'avez construite avec l'idée première que la considération des éducateurs était le gage de l'intérêt de l'enfant. Alors concrètement, expliquez-nous ce que vous avez fait dans votre MEX et comment. Bonjour. Donc moi, ce que je vais vous présenter comme expérience, effectivement, ça part un petit peu de tout ce qui a été dit ce matin et depuis hier. On parle de droits de l'enfant, de la question de la santé, et on se pose toujours la question de leur efficacité, de leur effectivité dans nos institutions. Et je crois qu'un des obstacles importants qu'on nomme pas souvent, mais qu'on vit tous quand même au quotidien, c'est les enjeux de pouvoir qu'il y a dans les institutions qui peuvent perturber les enjeux de fonctionnement. On sait à quel point les logiques de pouvoir, les questions d'accès, de maintien, d'extension peuvent conduire à des actions qui détériorent l'efficacité fonctionnelle de l'institution. Et peut-être que l'originalité de l'action qu'on a menée à ce moment-là, ça a été de faire bouger les lignes et dépasser un petit peu ces enjeux de pouvoir pour, à travers deux axes, une présence forte des équipes éducatives pendant ce temps de confinement et une implication avec les organisations syndicales et la direction pour mener à bien ce projet. Donc en deux mots, la MEX, c'est une association avec des services extérieurs comme des visites en présence d'un tiers et 100 places d'internat, dont la moitié avec des MNA, et des groupes de 3 ans jusqu'à 18 ans sur 4 maisons d'une cinquantaine d'enfants sur le lieu principal d'accueil. Et ce travail avec les organisations syndicales, il a été fait dès le début. C'est-à-dire que dès le lundi matin, avant l'annonce du président de la République, on avait une opportunité, c'est qu'il y avait une réunion qui était prévue avec les organisations syndicales à 9 h, dans le cadre des réunions annuelles. Et moi, j'ai convoqué mon équipe de direction. Donc l'équipe de direction, on est 6. Donc le chiffre, c'est important, c'est pour ça que je le dis pour la suite. Donc il y a une adjointe de direction, 3 chefs de service éducatifs et une responsable du pôle soins avec l'orientation et inspirée par le rapport Martin Blacher sur ces questions de sécurisation. Et nous, à 8 h, on part de cette anticipation qu'il y a un confinement qui va arriver et on se dit les enfants vont être confinés. Et si on confinait les équipes, les éducateurs confinés avec des enfants pour les sécuriser, par solidarité. Voilà, la première sécurisation, c'est la solidarité, c'est être solidaire avec les personnes en difficulté, ceux qui en ont vraiment le plus besoin. Et puis l'autre point, c'est la question d'éviter les allers-retours pour une question de sécurité sanitaire. Et si on sécurise les éducateurs, dans la logique, et si on sécurisait l'équipe, on mettait l'équipe de direction aussi en confinement. Et du coup, à ce moment-là, se dégage une idée forte, c'est de dire, en fait, c'est l'institution entière qui se mobilise sur cette situation. Et donc, je vais présenter aux organisations syndicales cette idée en leur disant, voilà, est-ce que vous êtes partants? On vous propose un confinement des enfants, parce que de fait, c'est leur lieu de vie. Hein, on a parlé de l'importance du lieu où on habite, mais des éducateurs et d'équipes de direction. Mais pour ça, on a besoin de vous et il faut qu'on parte ensemble sur ce projet-là. Les organisations syndicales nous donnent leur accord en disant « Ok, on est partant sur ce projet-là », parce qu'à ce moment-là, on a des représentants syndicaux qui sont aussi des éducateurs ou des veilleurs de nuit et qui ont cet intérêt-là. Et à ce moment-là, nous, on s'engage à rédiger le PCA, le plan de continuité de l'activité sur cette idée. Et en fin de journée, l'organisation syndicale majoritaire le signe, ce qui veut dire qu'en le signant, elle en fait la promotion au niveau des éducateurs, parce qu'évidemment, il est hors de question qu'un directeur dans sa tour d'ivoire impose à des éducateurs un fonctionnement comme celui-là. Et en même temps, avec cette orientation du rapport Martin Blacher, comme je vous le disais sur l'équipe soins, il y a déjà cette culture qui est dans l'établissement, il y a déjà eu des formations, et c'est argumenté dans ce sens-là. Et la deuxième argumentation, c'est la question de l'implication de chacun. C'est-à-dire que les éducateurs, moi, dès le début, je m'engage à ce que les éducateurs et les organisations syndicales continuent à œuvrer tout au long de ce confinement. Et ça, c'est important parce qu'on revient aux questions de participation.
Donc du coup, moi je m'engage à ce que... donc si, juste une petite précision quand même pratique, c'est qu'on se sert d'une autre opportunité, c'est que dans l'association, il y a déjà un accord sur des départs en camp de 4 jours, 4 nuits. Donc en fait, on va généraliser cet accord qui existe pour des camps de vacances de manière exceptionnelle pour les temps. Et là, on va le généraliser sur tout le temps du confinement. Et les cadres de direction, eux, seront confinés 7 jours, 7 nuits, par équipe de 2. Et donc une semaine sur 3, voilà, le directeur, comme les éducateurs, arrive avec son sac de couchage et va dormir dans l'établissement. Donc évidemment, je vous laisse imaginer toutes les conséquences que ça a pu avoir en termes relationnels, le fait d'être sur place, et participation toujours des enfants et des adolescents, puisque le mardi, le lendemain de l'annonce du président, moi en tant que directeur avec la responsable du pôle soin, on passe sur tous les groupes pour présenter cette organisation et pour répondre aux questions en fait, des enfants. C'est pour ça que j'y vais moi avec la responsable du pôle soin, pour qu'elle puisse avoir des réponses sanitaires. Donc ça veut dire que des enfants de 3 ans, on leur explique la même organisation qu'à des grands enfants, des adolescents de 17-18 ans. Donc évidemment, on ne le fait pas de la même manière. On est assis par terre avec des enfants de 3 ans, on est sur des tables rondes avec des adolescents, et on est dans un jardin avec des MNA pour expliquer toutes ces questions-là. Et c'est cette importance de on s'adapte et on fait participer. Donc à partir de là, une fois que c'est mis en place, toutes les 4 jours, 4 nuits, on met en place un questionnaire satisfaction pour les équipes qu'on a rédigé avec les organisations syndicales et qu'on dépouille avec eux, voilà, par souci de transparence, et qu'on s'engage à diffuser à tous les salariés qui, eux, sont en télétravail ou sont chez eux, pour qu'il y ait une information diffuse de comment ça se passe, quelle est l'ambiance, avec à chaque fois des points, des axes d'amélioration, qu'est-ce qu'ils proposent, puisqu'on se rappelle que c'est une période où c'est très évolutif au niveau des informations et des recommandations. Ce questionnaire est diffusé donc aux salariés, au conseil d'administration, aux administrateurs, puisque c'est une association, aux autorités, ASE, PJJ, la médecine du travail et l'inspection du travail. Voilà, l'idée c'est que dès le début, on joue la transparence et toute l'institution se mobilise et on va y arriver ensemble avec cette idée que c'est... L'idée c'est pas de passer la crise parce qu'on sait tous qu'on va la passer, ce qui compte c'est de quelle manière on va la passer. Et là l'idée c'est vraiment d'aller sur cette question de la participation. Et comme vous le dites, que l'équipe de direction, entre guillemets, prenne soin des éducateurs, c'est le gage que les éducateurs prennent soin des enfants au quotidien. Ce qu'il faut peut-être juste pour terminer quand même, pour donner un petit peu la mesure des choses, c'est que le travail avec les organisations syndicales, moi quand je suis arrivé, j'arrive depuis quelques mois, ça fait 6 mois que je suis dans l'institution, les réunions avec les organisations syndicales et les représentants du personnel, c'est une guerre ouverte, c'est une guerre tranchée comme dans beaucoup d'institutions d'ailleurs, des lieux où on coupe la parole, des lieux où on se lève, c'est du grand spectacle, et du coup ça rend ces réunions totalement inefficaces et qu'elles ne flattent que les goûts de ceux qui prennent la parole. Moi, j'ai toujours essayé, depuis que je suis arrivé à ce moment-là, d'essayer d'apaiser et d'être dans cette relation-là. Et finalement, la crise du Covid, elle va donner un coup d'accélérateur à cette dynamique que j'ai donnée. Et de la même manière, je ne l'ai pas dit, mais avec le CSE, les représentants du personnel, on a mis en place une réunion une fois par semaine. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, on se retrouvait pour discuter et comme je leur dis, on se retrouve pour faire des propositions. Parce qu'on peut critiquer, et moi je suis le premier à pouvoir critiquer notre secteur, parce qu'on a des choses à améliorer. Mais il faut dépasser la critique, arriver sur de la proposition, et sans ça, où la participation des uns et des autres, c'est le gage qu'on puisse se retrouver. Et du coup, Raphaël, est-ce que vous pouvez nous dire les impacts, les effets bénéfiques, parce que là aussi, on était dans une période exceptionnelle, inédite, et au fond, pour la suite, est-ce que ça a laissé des traces, et puis quels enseignements vous avez pu en tirer en termes de management et d'organisation? Très brièvement. Très brièvement. Alors, un impact fort, ça a été la question du quotidien. C'est-à-dire que le quotidien et la vie quotidienne a été revalorisée alors qu'elle est souvent dénigrée dans nos secteurs. Moi, j'ai souvent parlé je fais la valorisation de l'éducateur balai, et il n'y a rien de péjoratif là-dedans. C'est-à-dire que passer le balai, faire des cookies avec des enfants, c'est pas mieux ou moins bien que faire un projet personnalisé et d'aller discuter avec un médecin. Et je crois que ce quotidien, en fait, on a retrouvé une vie du quotidien, mais même pour les cadres de direction qui étaient là aussi.
Donc ça, cette question du quotidien, elle est très importante. Et puis nous, on a vu des effets bénéfiques tout au long de ce confinement et de cette manière de faire. Et donc dès le début, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que ce soit quelqu'un d'extérieur qui vienne relever qu'est-ce qui pouvait resservir par la suite. Donc j'ai contacté un psychologue spécialisé en théorie de l'attachement qui est venu faire des groupes de parole avec tous les professionnels, pas que les éducateurs, tous ceux qui sont intervenus, parce qu'il y a aussi d'autres professionnels qui sont venus donner un coup de main, notamment des services extérieurs. Il y a eu des groupes de parole pour parler du vécu de cette expérience, mais surtout dégager les grands axes d'amélioration. Et ce qui ressort de manière très forte de la part des éducateurs, c'est justement cette prise en compte de leurs paroles. Et c'est marrant de reprendre cette expression qui est celle des anciens qu'on a entendue hier dans Repère. Est-ce qu'on prend en compte notre parole en tant qu'usager? Est-ce qu'on prend en compte notre parole en tant qu'éducateur? Alors non, je peux la faire remonter encore. Mais moi, puisque je pars d'une place de directeur, je pense qu'on a ce travail-là, et c'est quand même assez incroyable de se dire que la loi de 2002 qui parle de participation des usagers, on est 20 ans après, on voit bien à quel point elle n'est toujours pas suffisamment active. Et donc dans les points d'amélioration, il y a par exemple des propositions des éducateurs qui disent est-ce qu'on pourrait participer au recrutement d'un futur collègue? En soi, je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise proposition, mais c'est une proposition qui est à prendre en compte, qui est à discuter, et se dire en fait pourquoi pas? Parce que finalement cette crise, elle a développé ce côté pourquoi pas? D'une manière plus large au niveau du management, le fait que les cadres de direction soient sur place au quotidien, ça a aussi montré nos différences. Mais ces différences, elles ne sont pas à balayer, c'est juste qu'il faut arriver à harmoniser et qu'en manière éducative, comme dans un couple parental, dans une institution, comment on se positionne par exemple sur un sujet comme les sanctions? Est-ce qu'on est plutôt du côté de l'éducation positive où on va valoriser les comportements des enfants? Ou est-ce qu'à l'inverse, on va être dans de la punition, de la sanction? Et ça, c'est des débats de fond qui ont du mal à émerger dans les institutions, il me semble, notamment à cause de ces enjeux de pouvoir, où les gens se sentent remis en cause et où on n'a pas assez d'espace pour pouvoir s'ouvrir. Et ce Covid et ce confinement, ça a amené un dévoilement aussi. C'est-à-dire que chacun, à un moment donné, quand vous êtes là 4 jours, 4 nuits, et que vous revenez une deuxième fois, une troisième fois, les éducateurs aussi se sont révélés. Et enfin, j'aimerais peut-être terminer sur un auteur qui m'a inspiré, qui s'appelle Frédéric Laloux, qui est quelqu'un qui est allé explorer dans le domaine privé ce qu'on appelle les entreprises libérées, avec des organisations, avec de l'auto-organisation, de la participation active. Et je pense que notre secteur a à s'en inspirer, à la fois pour le bien-être au travail des professionnels, mais aussi et surtout par rapport au sens premier de notre travail, sur la protection des enfants et leur participation sur ces lieux de vie où ils vivent. Merci. Merci Raphaël pour cette expérience inspirante. Alors là, je me tourne vers Estelle Karchen sur la prise de risque sur le plan plus individuel. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes intervenante sociale en gendarmerie et tous les jours, vous faites face à des situations dramatiques de violences intrafamiliales. Et dans votre quotidien, pourtant, dans vos formations, celles que vous faites sur les violences intrafamiliales, vous dites, même face à l'urgence de ces situations, attention à l'émotionnel, à nos représentations, à la réponse immédiate. Il est important de prendre le temps de faire un pas de côté, de réfléchir, de ne pas savoir, voire de se planter. Expliquez-nous un peu votre démarche. Ok, bonjour à tous. Donc je vais juste resituer très très rapidement mon contexte d'intervention. On parle beaucoup de contexte et effectivement ça prend tout son sens, notre intervention, si on le resitue. Donc je suis assistante sociale d'un conseil départemental dans l'Hérault. Je suis mise à disposition de brigades de gendarmerie. Donc c'est des dispositifs innovants, même si ça fait quand même 30 ans maintenant que ça existe, où on travaille essentiellement sur du temps de crise, un temps de chaos, des personnes qui viennent en police ou en gendarmerie suite effectivement à des appels des voisins, etc. De même, bref, sur un contexte essentiellement de violence. Donc ça, c'est mon cas d'intervention. J'interviens pour des personnes victimes ou auteurs d'infractions pénales.
J'ai envie de dire, pour resituer cette intervention, de tout ce que j'entends depuis hier, que finalement j'ai appris à travailler en contexte Covid depuis 14 ans, puisque j'ai quitté un service social de secteur pour arriver dans un commissariat de police en 2007, année assez charnière, tant en protection de l'enfance qu'en prévention de la délinquance. Et j'ai dû apprendre à travailler autrement. J'ai dû apprendre à lâcher tous mes repères, un petit peu comme les professionnels pendant cette période Covid, et de retrouver peut-être les valeurs essentielles du travail social que j'avais peut-être un peu perdues en secteur. Et j'arrive à dire aujourd'hui, 14 ans après, que j'ai retrouvé du sens au travail social en allant travailler avec des policiers et des gendarmes. Ça me fait mal de dire ça, mais en même temps, c'est une réalité. Et oui, c'est une réalité. C'est-à-dire que, oui, j'ai été obligée de faire des pas de côté, puisqu'on est 6 intervenantes sociales dans l'Hérault, on est à peu près 370 en France et Outre-mer. On est obligé de faire des pas de côté. Pourquoi ? Parce qu'on côtoie cette violence, mais pas uniquement celle que vivent les gens au sein de leur couple, dans leur famille, de la violence adressée aux enfants, aux femmes, aux hommes, etc. Mais aussi la violence que ces familles côtoient de nos interventions. La violence de nos institutions. Emma le rappelait hier, de ne pas être là dans la temporalité des gens, de ne pas entendre réellement ce qui se dit à des moments clés parce qu'on est pris dans nos contextes à nous, d'intervention, dans nos institutions, dans nos dispositifs, dans nos process. Alors ça, on en fait plein. Et j'ai la douloureuse impression que plus on pond des dispositifs et des lois, et etc. Je ne remets pas en cause ces lois ni ces dispositifs, mais j'ai l'impression, comme dit Paul Václavic, qu'on fait un peu plus de la même chose, et donc venir réinterroger notre façon d'intervenir. Donc j'ai été obligée sur ce poste-là, parce que les violences, c'est tous les jours, c'est 3, 4, 5 situations par jour. De violences, c'est 500 situations par an depuis 14 ans, effectivement, d'enfants victimes de violences, de femmes essentiellement victimes de violences au sein du couple. Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors oui, on peut être saisi par la tentation de protéger et de participer à la protection de ces personnes, mais si je le fais d'une manière où je ne prends pas en compte de comment elle a envie d'être protégée, comment est-ce qu'elle conçoit sa protection, comment est-ce qu'elle a déjà conçu sa protection tout en vivant ces violences, je vais tenter d'agir vite, tenter d'actionner. Assez facile, je suis en gendarmerie. Dans le bureau d'à côté, il y a les gendarmes. Donc voilà, on va aller déposer plainte, madame, je vais vous accompagner, vous allez déposer plainte, vous allez voir, etc. Mise à l'abri, donc on actionne les protocoles d'hébergement, on a mis en place plein de choses dans le département, mais pour autant, cette femme-là, au bout d'une semaine, elle va revenir chez elle et elle va disparaître des fameux radars de la protection, en tout cas des personnes dites vulnérables maintenant, et de la protection de l'enfance. Et donc, comment est-ce qu'on réinterroge notre pratique pour qu'on puisse intervenir de telle manière à ce qu'on obtienne les effets désirés, c'est-à-dire une réelle protection des personnes. Parce qu'on a des moyens, des informations préoccupantes, des signalements au procureur, des dépôts de plainte, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas une finalité, ce n'est qu'un moyen, et ce n'est qu'un moyen parmi d'autres. Donc je pense que le pas de côté, c'est aussi de pouvoir prendre le risque, de prendre le temps, au regard du risque que prennent les personnes quand elles viennent voir une intervenante, en tout cas sociale, en gendarmerie, révéler des violences au sein du couple, des gamins, venir révéler de ce qu'ils vivent chez eux. Ils prennent un risque énorme parce qu'on ne peut pas leur garantir la réponse pénale. Je ne sais pas si Madame la magistrate viendra là-dessus derrière, mais la réalité pénale n'est pas la réalité du vécu des gens. Donc croire que la loi va pouvoir résoudre et protéger les gens, il ne faut pas se tromper parce que c'est leur vie à eux qui est en risque, pas la nôtre. Donc au risque qui prennent de venir nous parler de ce qu'ils vivent, de prendre le risque, puisqu'on sait que ça amplifie les violences ou les menaces de violence derrière. Je pense qu'en tant que professionnel, on peut prendre un petit peu le risque quand même de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait, aux effets de nos interventions, d'évaluer avec les gens si cette intervention-là auquel on pense pour
pour ces personnes, est-ce que c'est adapté? Est-ce qu'on a évalué l'ensemble des effets que ça allait pouvoir provoquer? Et quels moyens on se donne peut-être pour inventer autre chose? Et finalement, sur ces postes, comme ce que vous avez décrit sur la période Covid, vous également, on se permet d'inventer un peu d'autre chose et de revenir à des fondamentaux qui sont une relation d'humanité, une posture d'écoute où les gens se sentent entendus. Emma disait hier, nous écouter c'est bien, mais si vous pouviez nous entendre, ça serait mieux. Voilà. Mais de s'assurer qu'en repartant, les gens se sentent compris, entendus. On se met d'accord, bien évidemment, sur leur protection, mais on se met d'accord ensemble sur ce qui est possible de faire, sur vraiment évaluer quel temps on a pour mettre en place ces mesures-là de protection et de faire ce pas-là de côté avant d'actionner à la va-vite des réponses qui sont parfois plus maltraitantes que les contextes eux-mêmes. Au fond, Estelle, vous êtes en train de nous dire de prendre le temps et donc le risque pour activer la protection avec les personnes concernées. Finalement, comment est-ce que vous pouvez tenir cette posture avec vos supérieurs hiérarchiques, vos institutions, qui, le risque n'aime pas toujours? Oui. Comment faire avec ça? Je pense que c'est avant tout de sortir de postures un peu dogmatiques aussi, idéologiques. D'un côté l'institution, de l'autre côté les travailleurs sociaux et encore de l'autre côté les familles. C'est comment est-ce qu'on peut apprendre à résister collectivement à une méthode de pensée simpliste sur laquelle on est vite engagé. Et je le conçois parce qu'on doit faire vite, on a beaucoup de situations, peu de moyens, etc. Et il faut agir. Mais comment est-ce qu'on peut repenser avec nos institutions à partir d'une finalité qu'on a en commun, la finalité commune, et donc comment est-ce qu'on fait alliance sur cette finalité, mais comment est-ce qu'on redétermine ensemble les moyens d'y arriver. La même chose qu'avec les familles. C'est-à-dire que ce qu'on fait avec les familles, on peut le faire avec nos institutions ou avec nos collègues. Ça veut dire pouvoir créer des espaces où on puisse confronter nos idées en se respectant chacun et de déterminer quelle est la part d'idéologie encore et de dogmes présents dans nos discours. Voilà, les pro-protection, les anti-IP, etc. Non, le discours n'est... pour moi, la discussion, elle doit aller du côté de repensons les logiques qui sont à l'œuvre dans nos institutions. Posons-nous la question, encore une fois, de nos responsabilités collectives. L'institution, la protection de l'enfance, c'est pas nouveau, ça date et on en porte encore les traces et les empreintes. Et on a des choses aussi collectivement à se reprocher et commençons à prendre nos responsabilités. Je ne peux pas arriver ici sans entendre dehors ce qui se passe. On parle de la protection des enfants, oui, et dehors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, entre professionnels et familles, on en arrive à avoir des familles qui préfèrent et qui pensent qu'elles ne peuvent être entendues que derrière un mégaphone, avec effectivement l'emprise, pour le coup, de théorie du complot. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, par rapport à ça? Comment est-ce qu'on peut réouvrir nos portes à ces familles? Parce que même si on a mis en place une protection pour leurs gamins, on se doit de travailler aussi sur notre responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des citoyens. Donc comment on réinterroge ça et comment est-ce qu'on construit un positionnement professionnel, c'est-à-dire que ce positionnement, il se fait, oui, à partir de formation. Comment est-ce qu'on va se former? Alors, je sais que ce n'est pas évident dans certaines institutions, mais on peut aussi se former personnellement. Comment on réinterroge notre cadre légal, comment on réinterroge nos pratiques, comment on va aux sources de décisions, comment les décisions se prennent, qu'est-ce qui fait que cette règle-là existe dans cette institution. Parfois, on ne sait même plus, si on réinterroge des travailleurs sociaux, ils ne savent même plus pourquoi il y a cette règle. Développons cet esprit-là ou redécouvrons notre esprit critique qui était quand même
quelque chose d'important en France et qui peut être utilisé pour se positionner professionnellement. Donc j'ai envie de conclure sur vraiment comment est-ce qu'on peut chacun, à partir de notre prise en compte de nos propres responsabilités, si on part du postulat qu'on est responsable de la relation que l'on crée, que ça soit avec les individus, avec les familles, dans le cadre de nos missions, mais que ça soit avec nos collègues, avec nos partenaires, avec partenaires, police, gendarmerie, magistrats, etc. Et comment on fait pour ne pas se renvoyer la balle des responsabilités, mais commencer par balayer devant sa porte, comme on dit, mais aussi donner envie à l'autre, à la famille, aux parents, leur donner envie d'aller sur le terrain, de bah ouais, qu'est-ce que je peux faire moi en tant que parent pour pouvoir répondre aux besoins de mes gamins, et qu'est-ce que nous on peut faire en tant qu'institution pour pouvoir répondre à ce besoin-là des parents d'être étayés autour de leurs obligations parentales. Merci Estelle.